Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Tu vois, on demande à Dieu qu'il mette sur notre chemin des gens qui sont mieux que nous. Pourquoi? C'est parce que c'est comme ça qu'on va placer le curseur plus haut, c'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est le pire que je souhaite aux gens, c'est d'être toujours mis en situation d'être challengé par quelqu'un qui fait quelque chose de mieux. J'ai le plaisir d'accueillir Taoufik Amzil, entrepreneur et acteur associatif. À 48 ans, Taoufik porte plusieurs casquettes, dont consultant dans le secteur bancaire et de l'énergie, président de l'association LEAD, les entrepreneurs actifs de la diversité, et membre du conseil d'administration de Teach for Belgium, une organisation qui vise à réduire les inégalités scolaires. Dans cet épisode, Taoufik nous décrit plus en détail tous les projets dans lesquels il est impliqué, ce qui le pousse à s'investir autant pour ses causes et comment il s'organise et s'entoure pour concrétiser ses projets. Finalement, si tu fais ça, c'est parce que tu vois que les choses qui sont aujourd'hui face à toi sur le terrain ne te satisfont pas, ça crée une frustration. Cette frustration, soit elle va te consumer, soit tu vas la transformer en énergie pour changer les choses. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Taoufik. Alaykoum salam, Abdrahman. Ça va? Alhamdulillah, très bien. Ravi d'être en ligne avec toi. Bonjour aux différents auditeurs. Plaisir partagé. Écoute, pour commencer, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. C'était avec un plaisir. Je t'en prie. Et je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Très bien, moi c'est Taoufik Amzil. Je suis né en Belgique, j'ai 48 ans. Je suis marié, 3 enfants, diplômé en sciences politiques et relations internationales, entrepreneur et acteur associatif, et tout ça nécessairement dans cet ordre-là. Est-ce que tu peux donner plus de détails sur tes activités? Oui, bien sûr. Bien sûr. Outre le fait que je travaille dans le secteur bancaire, financier et celui de l'énergie, donc j'ai créé ma structure de conseil d'accompagnement de gestion de projet et actuellement je travaille sur les questions de transition énergétique. C'est un gros sujet pour énormément de gros acteurs dans le secteur de l'énergie. J'ai une autre vie qui, pour moi, est peut-être la plus passionnante, c'est celle d'acteurs engagés sur le plan sociétal, parce que je dirige aussi une association qui s'appelle LEAD, qui est un acronyme de Les entrepreneurs actifs issus de la diversité. C'est une plateforme qu'on a créée en 2007 et qui regroupe initialement les entrepreneurs, les cadres d'entreprise et les professions libérales qui sont issus des différentes communautés musulmanes de Belgique. Auparavant, notre association s'appelait ABPM, qui était l'Association belge des professionnels musulmans. Et puis 10 ans après, lors du 10e anniversaire, on a fait une sorte de revisite de nos fondamentaux, de notre modus operandi, de notre stratégie. Et puis ça inclut également un changement du nom de l'association. Je suis également membre du conseil d'administration de structures qui font la promotion d'une éducation de meilleure qualité pour tous. Donc, par exemple, ici, en l'occurrence, c'est Teach for Belgium, qui forme des professeurs et qui les place pour une durée de 2 ans dans des écoles qui sont à indice socio-économique faible, donc dans les quartiers qui sont les moins favorisés. Et puis, à côté de ça, je siège aussi au sein de la structure du patronat bruxellois, parce que c'est important aussi que les entrepreneurs issus de la diversité, qui sont assez importants dans le périmètre bruxellois, soient aussi représentés et puissent faire valoir un certain nombre d'enjeux, de dossiers et d'intérêts, mais également de montrer les opportunités qu'ils représentent. Il faut que tu saches, Abdelrahman, qu'à Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Quand tu es à Bruxelles, en fait, on dit toujours, si tu as quelque chose à dire dans le monde, soit tu le dis à Washington, soit tu le dis à Bruxelles. Donc Bruxelles a une place vraiment, vraiment fondamentale dans toute une série de dynamiques, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles. Il y a beaucoup d'advocacy à Bruxelles. Et donc, c'est vraiment un endroit où des décisions qui nous impactent dans notre quotidien sont prises. Et donc, à Bruxelles, on considère qu'il y a un entrepreneur sur 2 qui est d'origine étrangère. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui représente en fait une force positive, mais une force qui est un peu senior. Et donc, c'est important que ces entrepreneurs qui sont issus de la diversité puissent comprendre l'étendue de
de leur scope dans lequel ils sont actifs, de leurs forces, et qu'ils puissent aussi travailler de concert pour pouvoir présenter des cahiers de charges et des intérêts qui soient le plus possible communs face aux grands enjeux. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne énormément les entrepreneurs issus de la diversité sur des questions qui sont liées, par exemple, au développement durable. Ça, c'est un sujet sur lequel beaucoup d'entrepreneurs issus de la diversité se disent oui, c'est intéressant, mais intellectuellement, on peut en parler, mais ce n'est pas ma priorité. Or, il faut qu'ils sachent aussi que aujourd'hui, ils peuvent contrôler le rythme et le coût d'aller vers plus de durabilité. Soit parce que tu commences ton business, soit parce que tu veux le transformer. Et plus tard, tu auras des contraintes juridiques, des sanctions économiques, tu auras moins de subsides, il y aura beaucoup plus de contraintes. Et nous, ce qu'on veut, c'est par exemple que les entrepreneurs ils soient tout à fait embarqués dans le train du développement durable et qu'ils ne soient pas juste laissés sur le quai ou qu'ils ratent la correspondance. Donc là, c'est pour donner un exemple de sujet sur lequel notre structure, LEAD, travaille, un gros travail de sensibilisation et d'accompagnement. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis 2007 sur tous les sujets qui concernent vraiment les entrepreneurs, la diversité, l'inclusion, la lutte contre la discrimination en matière d'emploi, les opportunités égales pour toutes et tous en matière d'accès au marché. Ce sont vraiment des sujets sur lesquels notre structure est active depuis maintenant 2007. Donc, Théophile, on voit que tu es très engagé. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment était Théophile quand il avait 10 ans? Est-ce qu'il aspirait à tout ça? C'était quoi son environnement? Comment il a grandi? Bah, le Toffer, qu'il avait 10 ans, il pensait évidemment pas à tout ça. Il était content de pouvoir prendre un ballon, de taper dans le ballon avec ses copains et de faire du vélo et de monter dans les arbres et créer des cabanes. Donc, c'était plutôt ça. Mais le Toffer de 10 ans était aussi un garçon qui avait une part il était un peu introverti, il aimait beaucoup la lecture. On pouvait lui donner un bouquin et l'oublier pendant des heures dans un coin du salon et se demander tiens où il est parce qu'on ne le voit plus. Donc les livres m'ont beaucoup accompagné pendant mon enfance et ma jeunesse et continuent d'ailleurs à m'accompagner. Mais voilà, à 10 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et j'avais pas vraiment d'idée. Dans quel J'ai environnement commencé tu à as grandi? réfléchir à tout ça. Alors, à Bruxelles, en fait, ici en Belgique, on pourrait dire que je suis un vrai zineke. Un zineke, en fait, en langage populaire bruxellois, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment qui est né en Belgique, qui a été éduqué, qui a fait ses études, qui s'est marié en Belgique et qui vit et travaille en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Donc voilà, mon environnement était vraiment bruxellois. J'ai un petit frère, donc on n'est pas une grosse famille, ce qui donne évidemment c'est une autre perspective par rapport à l'image que l'on peut avoir classiquement d'une famille maghrébine avec les plus grandes fratries. Là, on était deux, donc voilà, une petite famille, un petit noyau nucléaire de 4 personnes sur Bruxelles. Ok. Du coup, tu as suivi tes études plutôt normalement. Est-ce que tu étais un bon élève? Est-ce que tu avais des passions? Oui, un élève moyen, je pense que je passais sous le radar, j'étais ni excellent ni mauvais, je pense que j'ai fait une scolarité assez classique. J'étais plutôt, et je suis toujours plutôt versé dans les matières littéraires, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup analyser, rédiger. C'est un truc que je garde encore aujourd'hui parce que j'écris pas mal de cartes blanches, je contribue à la presse. Ouais. C'est toujours dans l'équipe, moi, qui dois me coltiner tout ce qui est la partie rédactionnelle. Donc voilà, très tôt, un grand intérêt pour la littérature, la lecture et la géographie et l'histoire. Tout ce qui concerne l'histoire des sociétés humaines, l'évolution de nos sociétés, les grands enjeux que notre histoire a connus, les grands bouleversements, c'est quelque chose qui me passionne. Et de se dire que n'importe qui, à son niveau, fait partie de cette grande aventure humaine, donc aventure avec un grand A et humaine avec un grand H, y compris le conducteur de bus qui, le matin, emmène travailler des infirmières et qui vont sauver des vies, lui aussi participe à cette grande aventure humaine au même prix qu'un prix Nobel qui, lui, a découvert un vaccin miraculeux pour sauver d'une maladie incurable. Donc, je crois que tout le monde à son niveau participe à cette aventure. Et voilà, et je crois que en tout cas, j'essaie de garder ça entre les deux yeux, de me dire, à notre niveau, on fait tous notre possible et on est tous contributifs de quelque chose. Mais il faut en être conscient et il faut avoir un why. Et ça, c'est Ouais. très important. C'est quand tu as un why,
tu mets du sens dans ce que tu fais. Pourquoi, hein? Ouais. Tu as fait des études, tu as fait des études du coup littéraires. Oui, c'est ça. Alors, à l'UNIF, j'ai fait des études de Sciences Po. Ok. Je me suis orienté vers la relation internationale parce que c'était un peu la suite logique de mon profil. J'ai beaucoup apprécié ces études parce que ça m'a permis de découvrir justement toutes les dimensions humaines, la complexité. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les choses sont complexes. Ça évite les raccourcis, ça évite les populismes, ça évite les yaka, faucons. Euh, quand on met de la complexité dans les choses, alors on peut mieux affiner les solutions qu'on veut apporter aux problèmes, aux gros enjeux de notre société, que ce soit au niveau Mhm. municipal ou au niveau supranational. C'est important de mettre de la complexité. Et au cours de mes études, j'ai appris justement à toujours mettre de la complexité, à essayer de voir tous les angles possibles d'une situation, d'un problème, d'une crise, de comprendre, pas toujours nécessairement d'absoudre, mais de comprendre pourquoi quelqu'un est amené à agir dans telle perspective avec les conséquences que ça peut avoir. Donc, Mhm. énormément d'études d'impact, énormément d'analyse de risque. Et finalement, même dans mon métier, plus tard, dans le secteur bancaire, j'ai beaucoup travaillé dans le risque control, le risque assessment. Et c'était devenu un peu ma spécialité de faire du risque assessment, que ce soit pour détecter là où le bas va blesser, de trouver des contrôles qui soient soit préventifs ou des contrôles qui soient détectifs. Donc, on a parfois l'habitude de m'appeler un peu le chapeau noir. C'est celui qui va toujours trouver ce qui ne va pas aller dans quelque chose. Donc, j'essaie Mhm. toujours d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas aller pour justement anticiper et trouver les meilleures sorties possibles pour que le projet ou l'initiative ne se casse pas la figure en cours de chemin. Mhm. Tu es passé d'études en sciences politiques à la finance. Oui, vraiment. Après, quand on fait Sciences Po, on se destine pour une carrière dans l'administration ou voire dans la diplomatie. Mon parcours a été directement basculé vers le secteur privé où j'ai eu une opportunité de rentrer dans une banque d'investissement américaine et j'ai fait 12 années de bancaire en occupant différentes fonctions, que ce soit dans la gestion du risque, dans les opérations de contrôle, dans le back-office, dans les analyses. Et tout ça pendant 12 années, et donc sans jamais vraiment travailler finalement dans le monde politique, si on doit utiliser un vocable un peu familier. Le monde politique, enfin, c'est tellement vaste et tellement divers que je ne sais plus trop à quoi ça se réfère. Mais toute la partie en fait politique que j'ai acquise, tous ces mécanismes d'analyse politique que j'ai acquis au cours de mes études, et ils m'ont servi dans ma vie parallèle, qui est ma vie justement d'acteur engagé sur le plan sociétal, parce que ça implique aussi d'avoir des relations avec les pouvoirs publics, de pouvoir négocier, de faire des propositions, de faire parfois des contre-propositions, de faire des recommandations, d'interpeller. Et tout ceci, en fait, me sert plus dans ma vie d'entrepreneur social, plus que dans ma vie d'entrepreneur tout court. Quand est-ce que tu as commencé à t'engager? Alors, déjà à l'UNIF, en sortir de l'UNIF, j'ai commencé à m'engager. On L'UNIF, c'est avait créé l'université une. de Bruxelles? Oui, c'est ça. Donc, l'ULB, c'est l'Université libre de Bruxelles. Ok. J'avais créé avec quelques amis une structure qui s'appelait à l'époque Renaissance et qui était en fait une sorte de seconde ligne pour le secteur associatif issu des communautés musulmanes, où en fait on était une sorte de train the trainer, où on offrait des services pour améliorer l'efficacité opérationnelle des acteurs associatifs sur le terrain. Donc beaucoup de formations, de gestion de projet, de time management, people management, parce qu'on se disait, voilà, c'est très bien d'avoir un objectif philanthropique, de travailler fiabilité, de travailler pour améliorer le sort de ses semblables et peut-être plus particulièrement les dynamiques qui sont présentes au sein des communautés musulmanes. Mais voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous demande aussi l'excellence dans ce qu'on fait. Et donc, on voulait apporter cette dimension d'accompagner les gens dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Et donc, on donnait des formations et on accompagnait surtout les gens sur cet aspect-là. On travaillait aussi sur la visibilité aussi de toutes ces belles initiatives qui existaient. On avait créé à l'époque un guide qui s'appelle le guide Sabil, qui reprenait toutes les mosquées, les associations, les services, les institutions qui existaient, qui existent toujours dans les communautés musulmanes de Bruxelles. Et c'était un guide qu'on pouvait trouver en librairie. Donc, c'était un peu le guide routard de la communauté musulmane de Bruxelles, ce qui permettait aussi à des gens de découvrir en fait ô combien était riche l'activisme associatif de la communauté musulmane. Bon, Bruxelles,
ce que j'ai dit tout à l'heure, ça reste évidemment très concret. C'est une place de décision importante, mais sur le plan numérique, ça reste un gros village par rapport à Paris ou à d'autres capitales. Bruxelles, c'est 1 million d'habitants, donc ce n'est pas super grand, mais il y a quand même une grande communauté musulmane en Belgique, particulièrement à Bruxelles. Et donc, de savoir que rien qu'à l'époque, tu avais une histoire de 85, donc 85 mosquées rien que sur Bruxelles, ce qui est, Hmm. enfin, c'est énorme. Je veux dire, quand on voit à l'échelle d'une petite ville euh, comme Bruxelles, sur le plan européen, ça reste 85 mosquées, c'est très grand. Alors, tu avais énormément d'associations, que ce soit dans la petite enfance, ou dans l'accompagnement des jeunes, pour les seniors. Et donc, tout ça existe, mais les gens ne connaissent pas. Ils connaissent peut-être la mosquée de leur quartier, mais ils ne savent pas s'il y a une association qui s'occupe de tel angle ou de telle dimension de leur vie au quotidien. Donc, on avait commencé cette association, et puis en 2007, je suis passé à autre chose. On a créé avec d'autres professionnels et des entrepreneurs l'ABPM, donc, qui est devenu lead par la suite. Et là où on s'est plus concentré sur la question justement des professions libérales, des entrepreneurs et des cadres d'entreprise, parce qu'on s'est dit, cet angle-là n'est encore servi par personne. Et moi, si je suis par exemple professionnel ou ma femme, alors c'est facile de trouver des associations qui travaillent pour les enfants, pour tel sujet, mais quid de moi en tant que professionnel, etc. Alors tu vas me dire, ben oui, mais qu'est-ce que tu peux avoir comme besoin en tant qu'entrepreneur ou profession libérale ou cadre en entreprise tout en étant musulman? Ben, tu en as en fait une myriade de situations où tu peux te sentir interpellé en tant que musulman. Tout d'abord, tu as la question de l'éthique du professionnel. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire être aujourd'hui un professionnel de confession musulmane dans une multinationale, dans une entreprise? Qu'est-ce que ça implique comme relation avec tes collègues, tes supérieurs, tes subordonnés, tes relations de travail, tes connexions business? Ça doit pouvoir servir, ça doit pouvoir signifier quelque chose. Et donc, de créer cet espace où des entrepreneurs, des professionnels, des cadres d'entreprise pouvaient se rencontrer et échanger, ça permet d'échanger aussi des bonnes pratiques. Tu avais aussi toutes les questions qui existent encore aujourd'hui, qui parfois malheureusement font l'actualité pour de très mauvaises raisons, de la question de la présence du religieux en entreprise. C'est un sujet Bon. qui était aussi très interpellant et qui le reste avec l'actualité anxiogène que nous connaissons aujourd'hui. Ben, c'est quid si moi je suis musulman, je suis en entreprise, qu'est-ce que je fais si je dois pouvoir accomplir ma prière? Comment est-ce que je gère telle situation dans mes relations avec mes collègues? Et donc, on a commencé à donner des bonnes pratiques, donner des formations, expliquer, voilà, si tu dois présenter une demande officiellement au comité sécurité et d'hygiène de l'entreprise, passer par les syndicats ou passer par la direction, voilà Hmm. comment est-ce que tu dois présenter ta demande, comment est-ce que tu peux aussi arriver à déconfessionnaliser une demande pour qu'elle soit acceptable. Et donc, il fallait vraiment expliquer des parallèles, tu vois, juste dire par exemple des trucs tout bêtes, mais si par exemple telle entreprise t'accorde 3 fois 7 minutes par jour pour aller fumer ta clope à l'extérieur, eh bien, par une logique de parallélisme, on dit bah, tu peux utiliser ces 3 fois 7 minutes pour d'autres choses, puisque finalement, c'est autorisé pour aller fumer une cigarette à l'extérieur, bah, on pourrait très bien l'utiliser pour aller accomplir sa prière. Et donc l'idée, c'était d'accompagner de manière très pédagogique, mais de manière aussi très pragmatique, d'expliquer aussi aux ressources humaines que voilà, ça ne va pas être une entrave à la bonne conduite des opérations. C'est le temps d'une pause qui peut être utilisé pour tout n'importe quoi. L'idée, c'est de créer une mosquée dans l'entreprise ou une synagogue. Donc, ça reste un lieu agnostique qui doit être évidemment reconnu par les ressources humaines, par les syndicats, également par les services de secours, parce que imagine que par exemple dans l'entreprise, il se passe un incident, un incendie ou autre, il faut qu'on sache que potentiellement, il peut aussi y avoir des personnes qui sont à ce moment-là en train d'accomplir leur prière et qu'il faudra aussi aller évacuer. Donc, il fallait que les choses se fassent vraiment de façon transparente et de façon apaisée, sans donner l'impression que la religion rentre en force dans l'entreprise. Et en fait, Oui. nous, ce qu'on a voulu toujours dire, c'est la religion, quand elle entre dans l'entreprise, elle rentre parce qu'elle fait partie de l'identité de la personne. Il ne va pas déposer son islamité au vestiaire avec son manteau et son parapluie, et puis de Hmm. 9h à 5h, il est plus musulman. Ça continue de signifier quelque chose pour lui, et ça doit se cadrer aussi dans la stratégie de gestion du personnel et de promotion du personnel. Et c'est aussi, parfois, on doit aussi
le mettre en avant, c'est aussi un moyen de rétention et de réduction de ce qu'on appelle l'attrition rate, donc le taux de démission des gens. Parce Ouais. que quand tu te sens bien dans ton entreprise et qu'on te reconnaît dans ce que tu es, aussi dans ton identité, y compris identité religieuse, bah, tu vas peut-être aller moins voir ailleurs. Tu vas dire, bah, moi je suis bien ici, je suis respecté dans ma dignité, etc. On Donc, m'accepte comme je je suis, suis. voilà. Et en fait, j'aime pas trop, pour être franc avec toi, le terme accepte parce que Ok. ça peut induire une forme de relation de condescendance, en fait. Tu vois, Mhm. c'est pas vraiment une faveur qu'on te fait, c'est un droit, en fait. Ton identité t'accompagne là où tu es, tu vois, et on Mhm. doit juste, l'entreprise, elle doit pouvoir tenir compte qu'il y a une diversité dans ses employés, dans ses collaborateurs, et que on doit tenir compte de ça et qu'on doit tirer le meilleur de cette diversité pour accomplir les missions et les objectifs et les engagements de cette société à l'égard de ses clients. Et c'est ce qu'on Mhm. doit vraiment retenir. Et après, on peut créer les conditions nécessaires. Alors, on va souvent te dire, oui, mais écoute, c'est pas l'entreprise de gérer ça, c'est pas la place pour l'entreprise de s'occuper du religieux et tout. Oui, bah, c'est vrai peut-être, mais c'est pas la place de l'entreprise de créer une fitness room. Or, il y a des fitness rooms parce qu'on ça peut être intéressant pour les employés d'aller pendant l'heure du midi, de faire un peu de footing, de rouler, enfin, de courir sur un tapis ou de faire un peu de sauter à la corde pour maintenir sa forme. Bah, est-ce que c'est à l'entreprise d'organiser la santé physique des employés? On pourrait rétorquer que, bah, en fait, non. Tout comme aujourd'hui, tu as des cours et des séances de méditation qui sont organisés en entreprise. Bah, est-ce que Mhm. l'entreprise doit organiser ça? Non. Donc, parfois, c'est juste en créant des parallèles, en disant, mais si tu acceptes ça, pourquoi tu n'acceptes pas ça? C'est juste parfois un peu de la réticence, de la peur, ou parfois tout simplement, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a parfois simplement des refus qui sont juste motivés parce que il y a de l'islamophobie ambiante, il y a de l'arbitraire et il y a des décisions qui sont prises et qui ne sont pas du tout fondées. Et donc, du coup, tu peux rentrer malheureusement parfois en situation de conflit ou perdre la personne parce que si la personne est de qualité et qu'elle ne se sent pas bien, elle va partir. Et elle va partir, bah, finalement, elle partira pour, entre guillemets, la concurrence, qui, elle, aura peut-être compris que son intérêt, c'est d'avoir quelqu'un d'intéressant qui contribue aux objectifs de l'entreprise. Et si, ma foi, son seul souhait spécifique, c'est de pouvoir accéder à une pièce 3 fois 5 minutes par jour, ma foi, pourquoi j'irais l'embêter avec ça? Au contraire, Mhm. ça reste aussi une politique de gestion du personnel qui doit être aussi smart. Donc Ouais. voilà, c'est une longue parenthèse que j'ouvrais pour te donner le type de sujet sur lequel la BPM, et donc après LEAD, a travaillé. Et C'est hyper voilà, et donc, intéressant. Je sais que ça reste une parenthèse, mais je vais rebondir un peu sur ça, mais on continuera plus tard sur l'organisation. Euh, Par rapport à la prière, par exemple, ou aux convictions que les musulmans ou que même un non-musulman peut avoir par rapport à ses pratiques ou ses croyances. Tu sais, les gens peuvent avoir plusieurs approches. Ils peuvent avoir l'approche de se dire, bon, moi, quand je rejoins l'entreprise, je veux m'imposer comme je suis, enfin, je me décris comme je suis. Si l'entreprise ne me veut pas, ben, je ne la rejoins pas, par exemple. Tu peux avoir aussi l'approche d'essayer de négocier, d'essayer entre guillemets, de demander, de persuader que c'est la bonne chose à faire pour elle, qu'on ne va pas les déranger, etc. Ou il y a l'approche aussi de ne rien mhm. dire et peut-être de se cacher, de le faire en cachette. Est-ce que toi, tu préconises une des méthodes? Non, c'est sûr que tu ramènes ici 3 ou 4 options parmi d'autres, parce qu'il y a certainement d'autres options, parce que Mhm. des positionnements, on peut dire qu'il y a un positionnement par personne, tu vois. Mhm. Ça dépend de beaucoup de contextes, de l'attitude que la personne peut avoir, du sentiment qu'elle peut avoir de pouvoir faire bouger les lignes, d'un certain rapport de force qui peut exister. Est-ce que tu es dans une position hiérarchique ou pas? Est-ce que tu es dans une position d'expertise ou pas? C'est peut-être plus facile quand tu as déjà 15 ans dans la boîte de venir avec ça que si tu viens d'arriver il y a un mois ou tu es encore en période d'essai. Euh, Tout dépend de la taille de l'entreprise. On pourrait supposer que dans les grandes entreprises, c'est plus difficile. Parfois oui, parfois non. Dans les grandes entreprises, par exemple, qui sont des multinationales et dont le siège se trouve dans des pays anglo-saxons, ils ont déjà des policies parfois, tu vois, pour gérer tout ce qui est HR management, avec des policies en matière de diversity management. Et souvent, ils vont se dire, bah oui, dans notre siège social à New York, il y a déjà une Fate Room, donc voilà, ça existe. Il n'y a plus qu'à l'implémenter à Paris ou à Bruxelles parce que
corporate-wise, elle est déjà là. Il n'y a pas de problème. Une PME, c'est plus compliqué parce que la PME va peut-être te dire, oui, c'est une entreprise familiale, il y a déjà une sorte d'esprit de corps, il y a une culture d'entreprise, ça ne va pas le faire, c'est compliqué à gérer. Et puis, tu sais, il y a toutes les craintes, les médias, tout ce que les gens entendent et voient par rapport à l'islam. Et donc, la personne qui arrive dans l'entreprise, elle arrive aussi avec tout ça, elle est confrontée à ça. Et donc, quelle est sa capacité à elle, et donc à elle seule, de pouvoir faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait aussi des sortes de frontrunners, des gens qui justement ont cette capacité à ouvrir la porte et à la garder ouverte aussi sur ces questions, à entamer un dialogue avec les responsables de l'entreprise, pour, comme je le disais tout à l'heure, expliquer comment ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer réellement, en quoi ça peut impacter ou pas l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bénéfique. Une fois que la porte est ouverte, ben, on crée une situation qui est établie et qui bénéficie pour les suivants. Donc, c'est important aussi de responsabiliser nos experts, nos professionnels qui sont dans l'entreprise et de leur dire, vous avez aussi un vrai levier pour pouvoir changer des choses en entreprise. Et les questions, ce n'est pas que la question de la prière, ça peut être des questions qui parfois sont plus, sont plus personnelles. Tu vois, c'est par exemple, quel est mon plan de carrière dans cette entreprise si j'arrive à un niveau de fonction ou un profil de fonction qui va m'obliger peut-être à faire des choses qui sont à l'encontre de ma foi. Tu vois. Alors, est-ce que ça te bloque dans ta carrière, dans ton ascension, dans ta mobilité au sein de l'entreprise ou pas? C'est toutes des questions qui restent ouvertes et qui sont souvent finalement renvoyées aussi à la conscience de la personne. Tu vois. Donc, il y a des choses sur lesquelles tu pourras faire avancer les lignes, il y a des choses pour lesquelles ben, c'est compliqué. Si tu travailles pour un groupe qui est dans l'agroalimentaire et à un moment donné, on te propose d'être responsable produit ou de la division food and beverage et il y a des produits alcoolisés dans les produits que tu vas devoir promouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, moi, je n'ai pas de réponse. Tu vois, ça reste une décision personnelle en son âme et conscience de se dire, bah oui, est-ce que moi, en tant que cadre musulman, je me sens à l'aise de travailler dans ce domaine-là. Bah, à ce moment-là, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais, tu dois être en cohérence avec toi-même et puis être en cohérence avec les valeurs de l'entreprise et peut-être décider que peut-être c'est la fin d'une collaboration ou pas. Mais ça reste quelque chose sur lequel nous, en tout cas en tant qu'association, on ne peut pas apporter de réponse parce que ça reste une décision personnelle. Par contre, tout ce qu'on peut dire, c'est que si par exemple tu travailles dans une entreprise et que ton travail consiste à sortir des palettes d'un camion parce que le livreur arrive avec le camion et tu dois sortir les palettes avec les produits qui sont sur la palette. Mais, que si demain tu dois sortir d'un camion des palettes qui contiennent des bouteilles d'alcool, bah, tu vas contractuellement aucun droit de dire à ton superviseur bah, je ne le ferai pas parce que je ne touche pas à l'alcool. La question c'est dans quelle mesure tu t'autorises à te mettre en porte-à-faux avec les objectifs de l'entreprise qui t'emploie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on ne va pas dire, bah oui, tu as raison. Maintenant, si tu as un contrat, hein, tu dois honorer les termes de ton contrat. Et si les termes de ton contrat ne te permettent pas de le faire en ton âme et conscience, bah, tu dois alors décider peut-être de tourner la page et de quitter l'entreprise. Mais tu ne trouveras pas toujours nécessairement l'entreprise qui dira bah, quitte, c'est pas grave, tu vas aller toi vider le camion B parce que le camion A, on a compris qu'il ne te convenait pas. Ça crée des dissensions, ça crée des situations d'inéquité au sein des équipes. Et puis, c'est pas faire. Et fair, c'est juste quelque chose qui est compliqué à gérer et qui crée des situations qui sont honnêtement, enfin, c'est ingérable pour une société de dire moi, je veux bien tenir compte dans tous les aspects des possibles et imaginables de la dimension spirituelle ou religieuse de mes collaborateurs. Ça devient ingérable. Et à un moment donné, on renvoie les choses aussi à la personne parce que c'est à elle de décider si, dans sa cohérence, elle pense qu'elle a encore une place ici ou pas. Très bien. Donc ça, c'est un des aspects que vous traitez Oui, c'est un des aspects. Après, ce qui nous intéresse aussi chez Lead, c'est outre le fait d'être une plateforme d'entrepreneurs, et donc avec tous les services classiques d'une plateforme d'entrepreneurs, donc aider à la création d'un business, trouver du réseau, trouver des compétences. Voilà, donc c'est tous les services classiques finalement qui ne sont pas différents de ce qui existe dans les autres plateformes. Mais il y a aussi toute la dimension
responsabilité sociétale qui est importante chez Lead et qui consiste d'une part à travailler sur le renvoi d'ascenseur, donc le passage de flambeau, donc vraiment un travail intergénérationnel, un travail qui est fait via notre division Déclic, qui est aujourd'hui une association à part entière. Et Déclic, c'est un programme qui est mis en place depuis 2009, qui accompagne les jeunes donc, dans des relations de mentoring et de role modeling, et qui vraiment permet d'inspirer, d'accompagner les jeunes qui sont principalement issus aussi des quartiers qui sont parfois les moins favorisés. Et en fait, souvent, ce que tu vas trouver, c'est des clivages. Tu vas retrouver les gens qui additionnent plusieurs formes de diversité. Tu vois, ils sont dans une diversité ethnique parce qu'ils sont d'origine où leurs parents sont d'origine étrangère. Et puis il y a une diversité culturelle, religieuse, parce qu'ils sont aussi de confession musulmane. Et puis aussi, parfois, tu as une diversité socio-économique, parce qu'ils sont aussi parfois ils vivent dans des quartiers qui sont les moins favorisés. Et donc, ils cumulent, si tu veux, plusieurs niveaux d'attributs qu'on leur colle comme ça un peu au niveau de la société. Et si tu ne vois pas que c'est une force, hein, tu vois, tu dis, bah, moi, je suis d'origine belgo-marocaine ou belgo-tunisienne ou franco-turque, et c'est une force parce que j'ai une double appartenance culturelle. Si tu ne dis pas, bah, le fait d'être musulman, ça apporte une vraie stabilité émotionnelle, une vraie stabilité spirituelle, et ça me permet de faire des choix justes et cohérents dans ma vie. Si tu ne vois pas que le fait de vivre dans tel quartier, ça peut être aussi une chose bénéfique. Si tu vois que du négatif dans ce que tu es ou que la société te fait montrer que le négatif, entre guillemets, de ta situation, bah, tu rentres dans une logique de disqualification, d'auto-exclusion et finalement de renoncement, en fait, tu vois. Et donc, il faut vraiment rebooster les gens en leur disant, voilà, vous êtes ce que vous êtes, vous n'avez pas à rougir de ce que vous êtes. Euh, on dit de vous que vous êtes une minorité, ok, mais si tu le vois comme une minorité, bah, tu vas avoir des ambitions de minorité. Tu vas te voir comme quelqu'un de grand, tu vois, pas dans le sens présomptueux, mais tu vas te voir comme quelqu'un qui a quelque chose à apporter à la société, qui a quelque chose à faire valoir, autant pour toi que pour ta famille, que pour la société. Et tu dois te revendiquer comme étant partie d'un tout et avoir des revendications qui sont dignes de ce que tu es. Donc, pour pas, comme on dit en arabe, tu vois, pour pas rester dans une logique de petitesse. Tu dois te voir comme étant quelqu'un qui va produire quelque chose d'utile, tu vois, à la société. Et quand tu te conçois, tu te perçois comme ça, alors ta perspective change, ton rapport aux autres change. Tu te vois comme contributeur. Tu vois que tu peux apporter des choses. Et donc, Lead va beaucoup travailler aussi sur la question de la confiance en soi, de rebooster les gens, de leur donner la confiance, de dire, ben voilà, regardez, vous êtes nombreux dans la même situation, donc ensemble, on est plus fort. Et on n'est pas plus fort pour écraser les autres, on est plus fort pour avoir un impact positif sociétal plus important. C'est ça c'est ça qui est important. Et aussi d'inspirer les jeunes, de dire à un jeune, tu sais, celui-là, euh, il a fait mécanicien, et puis au bout de 10 ans, il a développé son garage, il a 5 mécaniciens qui travaillent pour lui. Il est devenu un vrai chef d'entreprise qui réfléchit à des questions de ressources humaines, des questions d'acquisition de nouveaux clients. Et donc, voilà, et il vient du même quartier que toi. Regarde, celle-là, elle était aussi dans le même quartier que toi, le long du canal, qui, chez nous, à Bruxelles, le long du canal, ce sont des communes qui sont en général à un indice socio-économique faible. Donc, c'est le fameux Molenbeek et autres communes dont vous entendez souvent parler dans la presse. Eh bien, on dit, bah, tu vois, cette dame, Malika, si on devait l'appeler comme ça, bah, elle a eu les mêmes circonstances de vie que toi. C'était peut-être même plus difficile parce que ses parents étaient peut-être illettrés. Et ben voilà, elle a réussi, elle est devenue gynéco. Elle a pu quand même malgré tout faire ce qu'elle voulait faire. Donc si elle l'a fait, tu peux le faire. Et ce processus d'identification est très important aussi pour inspirer les jeunes. Elle leur dit, mais voilà, si elle l'a fait, je peux le faire. Alors, tout le programme Déclic, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans cet état d'esprit, de dire, bah, tu peux le faire, on croit en toi, et on va te mettre en relation avec des gens qui vont t'accompagner jusqu'à ce que tu puisses trouver vraiment ta voie, mais avec un grand V, quoi, tu vois, que ce soit sur le plan académique ou sur le plan professionnel. Ça, c'est vraiment un pilier qui est important pour nous chez Lead, c'est travailler sur la question générationnelle. Et notre plus grande satisfaction par rapport à ça, c'est que les jeunes qui avaient 15-16 ans, qui venaient dans le programme Déclic en 2009-2010, eh ben, en fait, 10-12 ans plus tard, aujourd'hui, ce sont les professionnels, tu vois, qui inspirent les plus jeunes. Donc, si tu Ouais, veux, on est dans un processus qui est un peu itératif, et ouais, ces nouveaux professionnels viennent justement continuer la boucle avec nous. ouais. Et C'est un ça, cercle c'est notre plus vertueux. grande...
ouais, c'est un cercle vertueux. Et donc, si on devait dire on a un KPI ou on a un dashboard de réussite du projet, on pourrait dire, bah voilà, c'est quand les anciens mentees deviennent des mentors, c'est juste génial, quoi. Donc ça, Hmm. c'était important. Le deuxième axe, en matière de responsabilité sociétale, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse une différence en tant qu'entrepreneur musulman et entrepreneur issu de la diversité, c'est qu'on vienne avec de nouveaux angles. Et par exemple, on a dit là, on a peut-être un sujet intéressant, c'est le traitement de la zakat. Alors, les gens s'acquittent de leur zakat en fonction qui rentre ou non dans les conditions. Et la question se posait pour les entrepreneurs. Comment tu fais pour sortir ta zakat pour ton entreprise? Est-ce que c'est un impôt? Comment est-ce que je présente ça au comptable? Enfin, tu vois, est-ce que Hmm. c'est du sponsoring? Est-ce que c'est de la philanthropie? Est-ce que je peux me faire déduire fiscalement ou pas de ma zakat? Enfin, c'est toutes des Beaucoup de questions qui sont questions. parfois pratico-pratiques. Tu vois, est-ce que si je déduis ma zakat fiscalement, est-ce que religieusement, elle a la même valeur de hasanat? Enfin, tu vois, parfois les gens se posent des questions, parfois ils vont très loin dans le questionnement, donc ils veulent évidemment faire Ouais. les choses très bien. Donc, on a consulté des savants, puis on a consulté les experts en philanthropie en Belgique, donc la Fondation Roi Baudouin pour la citer, qui est en fait la mère de toutes les fondations en Belgique, et à qui on a présenté un projet. On a dit, voilà, nous, on voudrait créer un fonds pour récolter la zakat des entrepreneurs en tenant compte d'un certain nombre de requirements, de contraintes, de spécificités, et aussi, ça doit correspondre, en fait, on doit cocher plusieurs cases. Il faut que Hmm. ça coche la case spirituelle, parce que la zakat, il faut qu'on la récolte sous ces conditions-là. Il faut qu'elle soit reversée sous ces conditions-là à ces catégories de personnes. Il faut que le comptable soit content parce qu'il faut que fiscalement, elle se retrouve bien dans la comptabilité de l'entreprise, etc. Et donc, avec leur expertise, ils m'ont vraiment accompagné et on a développé ce fonds. Et aujourd'hui, on est vraiment très heureux que ce fonds, maintenant qui existe depuis maintenant 5 ans, il est là, il récolte de l'argent des entrepreneurs et puis il va financer des associations qui vont travailler. Donc, on a choisi parmi les catégories deux angles bien particuliers qui sont le fuqara ou le masakin, donc les pauvres et les nécessiteux. Donc, ceux qui sont vraiment dans une situation d'extrême pauvreté, donc de type personnes sans abri. Et la deuxième catégorie, c'est les personnes qui, malgré le fait d'avoir des revenus, s'en sortent pas. Par exemple, une famille monoparentale, donc une maman avec deux enfants, très peu de revenus, beaucoup de frais, et donc parfois devoir faire des choix entre est-ce que j'achète de la nourriture ou j'emmène mon enfant chez le médecin. Tu vois, dans des Hmm. situations vraiment très, très compliquées. Donc, on s'attaque surtout à ces deux problèmes dans la société, et ce sont des problèmes qui prennent malheureusement de plus en plus d'ampleur, malgré que la société soit prospère. Et on investit dans des associations qui viennent en aide à ces profils-là. Donc, on ne va jamais aider directement des personnes, mais on va aider des structures qui accompagnent. Donc, on est vraiment une structure de deuxième ligne par rapport aux acteurs Oui. de terrain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre métier en tant qu'entrepreneur de faire des maraudes, tu vois, il y a On peut pas tout une faire. expertise, tu vois. On Ouais. ne peut pas tout faire et puis on peut faire mal, tu vois. Donc, même avec une bonne Hmm. intention, tu peux mal gérer des situations parce que tu gères des situations humaines, c'est des situations qui sont très compliquées, qui ont différentes dimensions et on ne peut pas, nous, venir comme des apprentis sorciers et s'improviser Ouais. un chevalier blanc. On va, dans cette rue ici, sur 200 mètres, on va réduire toute la misère du monde. Tu vois, c'est juste pas possible. On est juste stupide de penser Pas aussi ça. simple. Donc, ce qu'on va faire, oui, c'est surtout tout sauf simple. Donc, on va être mis en relation avec des structures qui accompagnent et on va les financer, mais toujours dans des investissements pérennes. Donc, si une banque alimentaire va s'adresser à nous, on va privilégier plutôt de financer ou de cofinancer une camionnette réfrigérée pour transporter les aliments dans les meilleures conditions, plutôt que d'acheter de la nourriture à distribuer. Tu vois, Hmm. donc, on doit investir vraiment dans des choses qui auront aussi une durabilité, Oui. tu vois, pour que l'investissement puisse aussi avoir de l'impact sociétal le plus important possible. Donc, tu vas acheter de la nourriture, bah, tu vas nourrir des gens pour court terme. Si tu achètes une camionnette, bah, elle va servir peut-être 10 ans. Et pendant ces 10 ans, bah, ton impact, ce sera peut-être d'avoir permis d'apporter de la nourriture à X centaines par jour de personnes. Tu vois. Donc, Ouais. tu dois avoir un impact qui soit le plus important aussi. Et ça, c'est très important aussi dans notre cahier de charge de réfléchir à ça. Et donc, ça, nos entrepreneurs, bah, ils nous accompagnent dans ce genre de démarche parce que, un, c'est
sur le plan islamique, ils réalisent un des piliers de l'islam. Et puis aussi sur le plan tout simplement humain, c'est une façon aussi de renvoyer à la société, tu vois, tout ce que la société leur a donné, parce qu'ils sont peut-être aussi un peu plus nantis que d'autres, ils ont des carrières ou des positions sur le plan financier ou socio-économique qui sont plus favorisées. Et donc tout ça se met en cohérence, tu vois. C'est important d'être cohérent dans tout ce qu'on fait. Et alors, c'est aussi une forme d'accompagnement qu'on peut donner. Donc, l'idée est un peu à cheval sur différents sujets, si tu veux. Des sujets strictement entrepreneuriaux, la gestion de la diversité en entreprise, mais également l'accompagnement des jeunes, et puis beaucoup d'advocacy aussi. Plaidoyer. Ça veut dire du lobbying, défendre des sujets auprès des pouvoirs publics, interpeller, aussi se mettre à la disposition des pouvoirs publics, parce que souvent les pouvoirs publics aussi ont des questions ou veulent comprendre certaines réalités qui peuvent exister dans les publics issus de la diversité et plus particulièrement la communauté musulmane. Et donc, ils utilisent aussi l'ID comme un canal, tu vois, pour communiquer, pour comprendre certaines choses. Parce que nous, on est convaincus que tu peux avoir le plus bel écosystème possible, mais si tu n'as pas les canaux qui permettent de convoyer, de transmettre l'information aux personnes, tu peux avoir le sentiment que tu diffuses bien l'information, que tu communiques bien, et qu'en fait, non, ça n'arrive pas chez tout le monde. Pour donner un exemple peut-être plus français pour ta situation, moi, c'est super si tu me dis, oui, en tant que responsable municipal ou gouvernemental, on a diffusé cette information via les échos, journal économique. Moi, je te dirais oui, c'est très bien, mais je peux te garantir que dans les publics de la diversité, et ça n'a rien à voir avec l'islam, dans les publics de la diversité, je ne suis pas sûr que tous les entrepreneurs lisent les échos. Mais peut-être que si tu l'avais mis dans le métro ou tu l'avais diffusé via un radio communautaire, maghrébine ou turque ou je ne sais quoi, tu aurais finalement touché aussi plus d'entrepreneurs si ta communication visait les entrepreneurs. Et donc, c'est aussi l'idée d'accompagner tous les stakeholders, tous ceux qui ont une prise d'intérêt dans la société par rapport aux différentes communautés de la diversité, s'assurer qu'elles entrent dans un dialogue, un vrai dialogue constructif, critique mais constructif, et que les messages soient bien transmis, et dans les deux sens. C'est aussi parfois des entrepreneurs issus de la diversité qui ont un besoin de faire passer des idées ou des messages. L'ID est aussi un canal à leur disposition pour dire, voilà ce que pensent ces entrepreneurs-là de la question. Et on vous dit ça va marcher ou va pas marcher en fonction de ce qui ressort de l'analyse qu'on a faite. Ok, c'est super intéressant. Je rappelle que ça a but non lucratif. Enfin, vous avez quelques employés, mais toi, Oui, tu travailles, oui. tu participes sans être rémunéré. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est dans la gouvernance en fait de notre structure. Tous les membres du CA, donc moi en tant que président du CA également, on a des mandats à titre gratuit. Donc on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait. Par contre, on a du personnel qui est rémunéré et qui gère l'opérationnel et qui nous accompagne aussi dans la réflexion. Donc on les associe aussi pleinement à la réflexion stratégique. Mais effectivement, le fait d'avoir du personnel, ça permet de professionnaliser le travail, d'avoir plus d'impact et puis aussi une disponibilité que nous, on n'a pas nécessairement Oui. tous les jours. Donc, on doit aussi s'occuper de tout ce que je viens de t'expliquer après. Donc, si tu veux être efficace et avoir de l'impact, il faut mettre du temps. Donc, c'est vrai que c'est un gros problème que le monde associatif rencontre, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux jouer dans la cour des grands et être impactant, tu ne peux pas faire ça à partir de 22 heures quand tes enfants dorment. Tu vois, tu dois aussi être là lorsque les gens sont là. Et si tu es complètement asynchrone par rapport aux dynamiques de la société, parce que tu feras ça que le week-end ou le soir, tu passes à côté de pas mal de choses. Et on sait que lorsque tu n'es pas là, on décide pour toi. Donc, tu dois aussi être là pour être sûr que tu seras entendu et pas qu'entendu, tu seras écouté. Et parfois, le mieux, c'est que tu sois suivi. Donc, c'est important d'être vraiment hautement disponible parce que c'est des enjeux de société. Tu vois, les décisions qui se prennent parfois sans que tu sois consulté auront un vrai impact dans ta vie. Euh, et ça, c'est important que ta voix soit entendue. Et donc là, on veille vraiment avec beaucoup d'acuité à ce qu'on ait du personnel qui soit présent systématiquement parce que dans ce genre de dynamique, et le monde avance de plus en plus vite, il faut être court sur la balle. Ouais.
Ouais, c'est clair. Euh, j'ai d'autres questions à poser, mais je les poserai plus tard. D'abord, peut-être qu'on peut finir un peu, faire le tour un peu de tes activités, parce que tu n'es pas seulement actif avec Leeds et en tant que consultant, mais tu as encore une ou deux autres activités sur lesquelles tu es impliqué. Oui, alors l'activité suivante à laquelle je tiens beaucoup, c'est mon rôle en tant que membre du CA chez Teach for Belgium. Alors, Teach for Belgium, c'est l'antenne belge d'une plus grosse structure qui est d'origine américaine, qui s'appelle Teach for All, qu'on retrouve, je Mhm. pense, chez toi aussi, Abdelrahman, ou alors, je crois qu'il y a Non, Teach il for n'y a pas un Malaysia. Singapour en Malaisie. Allez, Donc, ouais, Teach for, Teach for Malaysia. for All, c'est l'enseignement pour tout le monde, en gros. Voilà, c'est l'enseignement pour tout le monde. Alors, on part du constat qui est en fait très lapidaire, très simple, mais très problématique, c'est que il n'y a pas suffisamment d'offres de professeurs de qualité pour pallier aux carences qui existent dans le monde de l'éducation de manière structurelle. Donc, si je prends le cadre de la Belgique que je connais le mieux, il y a systématiquement, le 1er septembre, à la rentrée, des profs qui manquent partout, Ah, pour plein de raisons. Désaffection par rapport au métier d'enseignant, parce que c'est un métier qui est quand même difficile sur le plan humain. Il y a des problèmes d'accès. Hein, il faut avoir des aptitudes pédagogiques validées par une formation, euh, euh, ce qu'on appelle l'agrégation. Il y a aussi l'aspect financier. C'est pas souvent super rémunéré d'être prof, donc les salaires ne sont pas toujours nécessairement attractifs par rapport à la charge de travail. Tu vois, on dit toujours de manière abusive, bah oui, mais ils ont les mêmes congés que les élèves. Bah, en fait, oui, c'est un lieu commun, c'est un gros stéréotype, mais les professeurs, bah, ils ont peut-être 20 heures de semaine, 20 heures de cours par semaine, mais les 20 autres heures, bah, ils travaillent à préparer leurs cours. Et puis pendant les grandes vacances, bah, ils travaillent aussi à préparer le cours à partir de septembre. Et puis ils n'ont pas toujours l'occasion d'aller skier à Noël et à Pâques avec leurs enfants. Donc, ils travaillent quand même beaucoup et c'est bien de le répéter. Mais souvent, il manque des profs. Et donc, nous, ce qu'on fait avec Teach, c'est qu'on s'adresse à différents profils, notamment ceux qui sortent des bancs de l'UNIF, donc qui obtiennent leur master, et qui ne se destinaient pas nécessairement à être professeurs. Et on les sensibilise, donc on fait des roadshows, des présentations, et on sensibilise, et on les recrute en disant, mais voilà, c'est peut-être quelque chose que tu n'avais pas envisagé, mais être prof, c'est juste génial, et on va te donner la possibilité de pouvoir être prof pendant 2 ans. On va te former, tu seras accompagné, et tu pourras aussi, dans la mesure du possible, si c'est cohérent avec le projet pédagogique de l'école, bah, apporter d'autres angles, puisque tu n'étais pas nécessairement destiné à être prof, mais si tu veux enseigner la chimie, la physique ou les langues étrangères, en l'occurrence surtout le néerlandais, aussi, la Belgique ou le français pour les néerlandophones, tu apporteras peut-être d'autres angles qu'un professeur n'apporte pas. Donc, ça peut être aussi un bon bol d'air frais dans le monde de l'enseignement. Et donc, chaque année, on forme 50 à 60 professeurs qui sont ensuite placés dans des écoles, que ce soit dans le nord, au centre ou dans le sud du pays. Donc, on a une couverture nationale. Et pendant 2 ans, ils sont professeurs, donc c'est le secondaire. Hein, donc on est donc lycée, collège, pour reprendre la terminologie de France. Et au bout de 2 ans, en fait, ils ont le choix. Ils peuvent arrêter comme ils peuvent continuer. Et en fait, dans l'Ahmed, sais-tu qu'on a 85% de ces profs qui continuent dans le monde de l'enseignement après les 2 années. Donc finalement, ils sont vraiment pris par le virus de l'enseignement. Et alors, à ce moment-là, ils vont réellement faire l'agrégation, ils vont la passer, ils vont la réussir pour confirmer, si tu veux, de manière statutaire, pour vraiment donner un statut à leur fonction et rentrer vraiment, dans ce cas-là, de plein pied dans le monde de l'éducation. Donc, ça veut dire qu'on a des moyens quand même de sensibiliser à de nouvelles vocations dans le monde de l'éducation. Et pour une partie de ceux qui ne deviennent pas profs stricto sensu, ils continuent aussi à travailler dans le monde de l'éducation parce qu'ils vont rejoindre peut-être une fondation ou travailler dans un cabinet qui est en lien avec l'éducation, ou ils vont pousser dans leur nouvelle fonction à ce que cette entreprise s'intéresse plus au monde de l'éducation, finance, subsidies. Donc, les gens, même s'ils ne restent pas profs, ils restent quand même baignés dans cette ambiance du monde de l'éducation et continuent à pousser pour une meilleure éducation pour tous. Et donc, nos écoles, en fait, que l'on va servir, ce sont des écoles qui sont aussi à indice socio-économique faible et qu'il faut justement accompagner en offrant plus de professeurs. Parce que c'est juste scandaleux que le 1er septembre, on t'annonce qu'il n'y a pas de prof de maths pour les 3 prochains mois. Bah, ça veut dire Oui. qu'il y a une partie de la matière que tu n'auras pas. Ça veut dire que ça
ça handicape tes chances de pouvoir bien comprendre la suite parce que tout ça est séquencé. Et donc, si en milieu de parcours au lycée, on te dit que tu n'as pas de prof pendant 3 mois sur telle matière, c'est un retard que tu auras certainement difficile à rattraper les années Ouais, suivantes. c'est clair. Et donc, ça peut te mettre en situation d'indélicatesse lorsque tu veux entamer des études supérieures, par exemple, parce que tu n'auras Ouais. pas renforcé les bases. Donc, on doit être vraiment conscient qu'un prof qui est absent le 1er septembre, c'est quelque chose qui met en péril, ça met en péril l'avenir académique et professionnel de nombreux jeunes. Ça, c'est important de le Et rappeler. ton rôle, toi, c'est tu coaches ces professeurs ou tu donnes cours aussi? Alors, mon rôle avec mes collègues du CA, c'est de réaliser la mission de Teach for Major. Donc, on a également aussi une formidable équipe opérationnelle qui gère au quotidien la structure. Et nous, en tant que CA, on est là pour agir en tant que facilitateur, être au service de l'équipe opérationnelle, de faciliter le réseautage, de créer de nouvelles connexions, de pouvoir se mettre à disposition en fonction des profils de ce qu'on peut apporter. Ok, Finalement, on est une sorte de CA au service de l'équipe opérationnelle. d'accord. Très bien. Et enfin, pour terminer, ton dernier gros investissement, c'est avec une entreprise ou une association, je ne sais pas, qui s'appelle Setia. Alors, CETIA, ce n'est pas une association. CETIA, ça fait partie d'Ascentis Consulting, donc ça fait partie de ma boîte. Et là, donc, du coup, on revient sur les activités professionnelles. Ok, Et donc, outre les activités de conseil aux entreprises, banques, finances, assurances et secteur de l'énergie, je me suis aussi lancé récemment dans le monde de la fintech en créant une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Setia, donc setia.funds, donc SETYA, et qui accompagne les porteurs de projets dans le cadre du développement durable, dans leur recherche de financement. Donc, en gros, Abdelrahman, si tu as un projet et pour lequel tu voudrais récolter de l'argent au cours d'une campagne de crowdfunding, toi et ta structure, vous serez le bienvenu si vous cadrez avec l'un des 17 objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies. Donc, c'est les fameux SDGs ou ODD, donc Objectifs de développement durable. Donc, si tu me dis en gros, je voudrais récolter de l'argent pour créer un food truck, on te dira oui, mais alors idéalement, ce food truck devrait euh, plutôt travailler dans le bio, le circuit court, l'économie locale, et idéalement pas rouler en diesel. Tu vois? Donc, et là, on te je dira, dans vois. ces conditions-là, oui, tu es le bienvenu pour créer ta campagne et récolter de l'argent pour financer ton projet. Ok. Ok, donc vous avez un certain nombre de critères. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, il y a les critères qui sont spécifiés par l'ONU, Ouais. qu'on peut retrouver sur Internet assez facilement. Qu'on peut trouver sur Internet. Donc, si on tape SDGs, donc SDG, ou 17 SDG, alors on aura toute la liste qui apparaîtra. Ils sont visualisés sous forme d'icônes. Donc, ça va de la consommation et la production responsable à l'implémentation de la paix et la justice, à la consommation responsable des ressources aquatiques, en passant par l'éducation de qualité pour tous. Donc, finalement, les 17 objectifs de développement durable, ils brassent finalement tous les aspects de la vie de tous les jours. Mhm. Ok. Ça vous fait qu'une question peut-être un peu plus philosophique ou spirituelle. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu te donnes autant pour toutes ces causes? Là, c'est une question, je pense, qui m'accompagne Abdelrahman tous les jours. Tu vois, j'ai pas la prétention de dire, bah oui, mais cette question, voilà, elle a été taclée il y a 25 ans voilà. Et tous les jours, je me remets en question. Tous les jours, je me dis, vraiment, comme on dit en anglais, am I doing right? Est-ce que ce que je fais, est-ce que je fais quelque chose de bien? Et si Mhm. je fais quelque chose de bien, et c'est pas à moi de le dire évidemment, est-ce que je le fais bien aussi? Tu vois? Est-ce que aussi bien dans l'intention que dans la façon dont je le fais, est-ce que je suis bien droit dans les clous de mon éthique, de ma cohérence, du changement que je veux voir, autant pour moi que pour mes enfants et mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est une question qui m'accompagne tous les jours. C'est la question dont je revenais, que j'abordais tout à l'heure, c'était la question du why. Tu vois? Mhm. C'est le purpose. C'est finalement, si tu fais ça, c'est parce que tu vois que les choses qui sont aujourd'hui face à toi sur le terrain ne te satisfont pas, ça crée une frustration.
cette frustration, soit elle va te consumer, soit tu vas la transformer en énergie pour changer les choses. Tu peux détourner les yeux, détourner le regard et dire, OK, ben, je ne regarde pas, je ne fais rien, j'essaie de vivre ma vie pépère, tranquille. Ou tu dis, mais non, moi, je peux pas détourner le regard. Cette situation, je n'aime pas, je pense que je peux contribuer à la changer ou je connais quelqu'un qui peut le faire. Pourquoi je me priverais de faire un réel sur le terrain si je peux le faire, tu vois? Donc, Mhm. cette question, elle m'accompagne tous les jours, en fait. Et le jour où je penserai que j'y ai répondu de manière tout à fait irréversible, irrévocable, alors je commencerai vraiment à me poser des questions sur moi-même. Et le fait de me poser toujours la question, ça permet de rester alerte et de me dire, ben, attention, est-ce que tu es sûr que tu fais les bons choix? Ouais. Par rapport à tes engagements, quelle est la vision de la société que tu rêverais de pouvoir voir, où tu aimerais pouvoir avoir un impact pour atteindre cet objectif-là? Je vais te répondre avec un titre. Euh, il y a 3 ans, j'ai écrit un bouquin et je l'ai intitulé Un musulman, c'est quelqu'un de normal. Et c'est peut-être violent de le dire, de rappeler que les musulmans sont des gens normaux. Et tu peux dire un musulman, c'est quelqu'un de normal, comme tu peux dire euh, un black, c'est quelqu'un de normal. Enfin, tu vois, c'est parfois tellement violent d'exprimer quelque chose qui est tellement évident. Mais parfois, tu dois le rappeler. Pourquoi? Parce que euh, j'étais souvent confronté à des situations où on est dans des rapports majorité-minorité. Hein. J'en parlais tout à l'heure, tu vois, où tu as une société majoritaire, qui est mainstream, qui a posé les termes du débat, qui met en place un certain nombre de valeurs et qui fait comprendre en fait aux personnes qui sont issues des minorités que en fait le vrai contrat social, ça va être du take it or leave it. Voilà, c'est comme ça et ça ne changera pas. Et si tu n'es pas content, ben, en gros, va voir ailleurs. Donc, c'est un peu en gros le discours populiste que tu peux avoir. Ici, c'est chez nous. Si vous n'aimez pas comment nous on vit, ben, dégagez le terrain Mhm. et les cochons seront bien gardés. Et donc, moi, quand j'ai écrit ce bouquin, c'était pour faire un témoignage et dire, mais en fait, vous vous rendez pas compte, c'est tellement stupide et tellement réducteur, parce que si vous saviez c'était quoi la vie d'un musulman, ben, ce serait juste aussi normal que la vôtre. Je veux dire, le matin, le musulman, il se lève, il prend sa douche et puis il prépare le cartable de ses enfants, il met des cornflakes dans le bol, puis il va les déposer à l'école, puis il va travailler. Et puis il revient le soir, il fait à souper, et puis il va faire sa prière, ou il va voir une dimension spirituelle en plus ou pas, ça c'est à lui de voir. Et le soir, il va peut-être aller sur une plateforme genre Netflix et il va regarder s'il y a un chouette film à regarder en famille. C'est c'est juste ça, un musulman, c'est pas autre chose. Et moi, je suis souvent confronté à des gens qui me disaient, oui, mais est-ce que chez vous c'est comme ça? Est-ce que vous êtes comme ça à la maison? Et puis quand tu commences à parler avec tes collègues de sujets X, P, Z qui sortent des questions anxiogènes de la religion, de l'identité, et qu'on commence à se rendre compte que ton fils il joue au rugby, que ta fille fait ceci, ou que tu adores visiter tel type de musée en matière d'art contemporain. Et on commence à se rendre compte qu'en fait, ah ouais, finalement, ils sont normaux, ces musulmans. Enfin, c'est tellement stéréotypé qu'en fait, on en a réduit à ça. Et donc, moi, j'avais écrit un bouquin qui était un peu léger, mais qui voulait aussi, dans la profondeur, dire voilà, les gars, vous ne trompez pas de débat, quoi. C'est juste des gens comme vous, quand ils reçoivent leur Mhm. déclaration fiscale, ils pestent parce qu'ils doivent payer plus d'impôts que l'année passée. Donc c'est juste ça en fait. Hein. On n'est pas en Mhm. train de, quand on fait un camp scout, ne comprenez pas par là, c'est un camp d'entraînement pour envoyer des jeunes en Syrie. Tu vois, tout est traduit toujours de manière anxiogène, quoi. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qu'il faut parfois rappeler. Donc, si tu me dis quel est le monde dans lequel tu souhaites vivre demain, ben, c'est un monde où justement on est complètement évacué de ces questions d'identité, où les gens sont finalement ce qu'ils sont et on les respecte. Et encore une fois, je ne dis pas accepte parce qu'il y a une forme de condescendance. On les respecte pour ce qu'ils sont, tout comme en face, les gens, ils ont le droit d'être respectés pour ce qu'ils sont aussi. Et donc, tant qu'il y a du respect mutuel et qu'on s'assure que il y a des fair opportunities, tu vois, des opportunités égales pour tous, que les dés ne sont pas pipés, que les règles du jeu ne sont pas flouées, parce que le système est floué, alors je te dirais, bah oui, on avance certainement dans la bonne direction, une société où moi, j'ai pas
à craindre pour mes enfants parce qu'ils sont musulmans et qu'ils doivent se ramasser des commentaires ou des attitudes hostiles, que ce soit verbalement ou physiquement. Oui, je rêve d'une société où ma sœur, ma femme, ma cousine ne doit pas galérer avec 3 masters en poche pour trouver un job parce qu'elle porte un voile, qu'on n'a pas compris que le voile il couvrait les cheveux et pas l'intellect. Oui, moi, je rêve à une société où demain, quand on parle des musulmans aux 20 heures, on parle de musulmans comme des gens qui ont un apport sociétal contributif positif et qu'on ne commence pas avec les news à nous ramener ce que l'actualité internationale peut présenter de négatif et nous le connaît sur nous comme si on était dépositaire des agissements des autres. Oui, moi j'aspire à cette société et à mon niveau, ben, j'essaie de lutter pour qu'on y arrive à cette société. Alors je plante une graine, peut-être moi je ne le verrai pas de mon vivant, c'est possible, vu l'âge que j'ai, ben, personne n'est éternel, mais Pas si vieux, hein. je me dis, ah oui, mais j'ai l'âge de mes genoux, comme dirait ma grand-mère. Donc, moi, je me dis, euh, et je reste apaisé avec tout ça, en fait, Abdelrahman, je me dis, j'ai une obligation de moyens, pas une obligation de résultats. Le médecin, Mm. il doit te soigner, il ne doit pas te guérir. La guérison, elle va venir d'Allah. Donc, nous, on est apaisé, on n'a pas cette anxiété qui nous accompagne tous les jours. Voilà, on fait ce qu'on pense être bon en fonction des moyens, des connaissances qu'on a. On essaie de faire levier sur les autres acteurs de la société parce que on ne va pas y arriver seul. Moi, je trouve des alliés objectifs et hyper intéressés dans des communautés auxquelles on ne pense même pas. Et on se dit non, ceux-là, franchement, ils ne vont jamais accrocher. Et pourtant, ils accrochent. Et parfois, ils font avancer des dossiers bien plus que les tenants de ta propre communauté. Donc, il faut Mm. vraiment être smart et chercher des alliés qui peuvent avoir des intérêts et des objectifs communs parce qu'ils sont aussi soucieux du bien commun et ils sont aussi soucieux que la société avance dans la bonne direction. Tout comme tu peux aussi leur être utile parce que leurs objectifs cadrent parfaitement avec les tiens. Donc, il faut vraiment décloisonner, chercher les soutiens et les alliés là où on peut les trouver. Et voilà, comme dirait Sœur Emmanuel, Yallah. D'accord, effectivement, faire pour ton partage. Euh, Baraka. tu es marié, hein, je crois que tu disais que tu es marié, tu as une vie de famille. Oui, alors on est mariés maintenant déjà depuis ma femme depuis 23 ans. On a 3 enfants. Machallah. Donc ma fille aînée a bientôt 21 ans. Elle fait des études de droit. Puis j'ai un garçon qui est au bac, donc l'équivalent du bac chez vous. Et Oui. puis notre Benjamin qui a 14 ans, qui est encore, enfin, non, qui est maintenant au lycée pro, donc, qui est en troisième secondaire. Donc, si on résume un peu toutes tes activités, donc bon, déjà, je suis marié, tu as une vie de famille, tu as des enfants, tu es consultant, tu gères un projet de start-up avec Setia, tu C'est es ça? engagé dans au moins deux, trois associations dans l'enseignement et puis surtout chez Leeds. Et on n'a pas parlé aussi on a parlé brièvement de ton engagement chez, je ne sais plus comment tu appelles ça, l'équivalent du Teach. MEDEF. Oui, oui. Alors l'équivalent du MEDEF ici, notre économie en fait en Belgique, l'économie est une matière régionale. Donc si tu veux, on a des MEDEF régionaux. Mhm. Et donc le MEDEF équivalent à Bruxelles s'appelle le BCI. Et donc là Mhm. aussi, je suis membre du conseil d'administration parce que c'est important que le représentant du patronat à Bruxelles reflète aussi la diversité du monde de l'entreprise. Parce que comme je te disais, à Bruxelles, on a une particularité, c'est qu'un entrepreneur sur deux est d'origine étrangère. Donc si tu te retrouves avec un conseil d'administration du patronat bruxellois qui est en gros, qui reflète, tu sais, un peu le privilège de l'homme blanc, quoi. Un bon Mhm. cadre, ingénieur commercial, blanc, Ouais. de culture judéo-chrétienne. Ben, en fait, tu reflètes une forme d'entrepreneuriat, mais tu ne reflètes pas l'entrepreneuriat, mais en général. Et Ouais. donc, l'objectif, c'est pas que à Bruxelles, on est dans le BCI, une reproduction du CAC 40. Non, il faut qu'on soit représentatif de toutes les entreprises, et donc y compris les plus petites entreprises, le business ethnique. Voilà, tout le monde a droit au chapitre. Et donc, c'est important que les Mhm. acteurs, ben, par exemple, comme LEAD, puissent aussi envoyer un représentant pour siéger au conseil d'administration d'une telle structure. Parce que Ouais. comme ils parlent, on parle au nom pardon, des entrepreneurs, les entrepreneurs, il faut qu'on soit sûr qu'on parle au nom de la plus grande majorité, la plus grande partie des entrepreneurs.
Mmh. Et là, ma question, c'était du coup de savoir quel est ton secret? Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça en même temps? Ah ben, j'en sais rien en fait, parce que je trouve toujours le temps pour pousser ici, pousser là. Mais c'est vrai que c'est une question, c'est vraiment une question de gestion du temps et d'être le plus efficace possible. En fait, il faut vraiment être dans une logique 80-20. Pour les 20% de présence ou de disponibilité que tu peux avoir sur un sujet, il faut que tu sois 80% impactant. Et donc, tu n'as pas le droit de faire juste du présentiel. Voilà, j'étais là parce qu'il fallait être là et je vais être là pour faire des photos Facebook pour dire que j'étais là. Non. Tu dois être là le temps nécessaire pour avoir l'impact nécessaire et puis tu dois passer à autre chose. Sinon, ça devient ingérable. Tu vois, je ne peux pas non plus faire tout ça au détriment du temps que mes enfants me réclament légitimement parce qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés par leur papa, que ce soit pour des questions d'études ou des questions purement de leur développement personnel. Donc, je vais aussi pouvoir leur dire, je suis disponible pour vous et je n'ai pas le droit de leur voler, entre guillemets, du temps parce que j'estime que la société a plus besoin de moi que mes enfants. Ça, c'est un compromis auquel moi, je peux pas me résoudre à faire ça. C'est juste pas possible. Mais Mmh. voilà, il faut travailler avec des collègues qui ont le même état d'esprit, avec lesquels tu peux être plus efficace, parce que seul, tu ne vas pas y arriver. Et aussi, dans notre chef à nous, on a aussi une équipe opérationnelle qui, qui fait un énorme travail sur le terrain et qui nous permet vraiment de réaliser nos objectifs. Mais ça veut dire aussi que je prends aussi de mon temps personnel, tu vois. Je fais peut-être un peu moins de sport que plein de gens que je connais. J'ai peut-être moins le Mmh. temps de faire des choses qui sont vraiment propres pour moi. Mais là, c'est mon temps à moi. Tu vois, je ne vole pas ce temps à ma famille ou à mes enfants. C'est des sacrifices auxquels je consens, mais sans impacter mes autres dimensions. OK. Mais c'est pas facile. Mais ça vaut le coup, je pense. Est-ce que tu as une leçon de vie à partager? Oui, une leçon de vie. J'ai j'ai touché un peu ça, peut-être brièvement, de manière transversale dans tout ce que j'ai partagé avec toi. Mais c'est d'être finalement en cohérence et être apaisé avec ce qu'on est. Tu vois, moi, je cherche l'apaisement et j'essaye de diffuser autour de moi l'apaisement. Soyez ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez pas arrogant, mais dites-vous que si d'autres l'ont fait avant vous, vous pouvez le faire. La position que vous voyez là de cette personne, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous pouvez y arriver. C'est possible. Et j'ai envie de vraiment dire, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui peut arriver? On a vu des parcours de vie vraiment rocambolesques de personnes où on se disait, mais celui-là, il va terminer en prison, tu vois, il va rien faire de sa vie. Et puis, parfois, une rencontre, un déclic, une situation qui va être vraiment un moyen de déclencher une réflexion, une critique de soi et une réorientation. On a vu, machallah, des personnes auxquelles on disait, mais celui-là, je ne lui donnerai pas un copec, finir major de leur promotion, grand architecte ou grand médecin ou engagé sur le plan sociétal à financer des orphelinats, des gens qui font des choses magnifiques. Et moi, je dis aux gens, ne, ne condamnez personne, ne soyez pas dans l'insuffisance, soyez dans le respect, soyez admiratif de ce que les gens font, parlez-en autour de vous, inspirez et fréquentez des gens qui sont, selon vous, mieux que vous. C'est comme ça que vous allez gagner parce que vous serez inspiré vers le haut. Tu vois, Mmh. on dit en arabe, Wallah laqina tu vois, on demande à Dieu qu'il mette sur notre chemin des gens qui sont mieux que nous. Pourquoi? C'est parce que c'est comme ça qu'on va placer le curseur plus haut. C'est comme ça qu'on va grandir. Mmh. Et c'est le pire que je souhaite aux gens, c'est d'être toujours mis en situation d'être challengé par quelqu'un qui fait quelque Qui chose te pousse vers le de haut. mieux, Mmh. qui te pose sur le parce que tu dis, ben voilà, lui, il a mis la barre là, ben, Inch'Allah, je vais essayer de mettre aussi la barre là, parce que ça va me tirer vers le haut. Parce que c'est tellement facile de fréquenter des gens, tu vois, qui te tirent vers le bas, tu vois, le panier de crabe. Alors voilà, bah, tu restes justement dans cette mentalité de minorité. Et si tu veux vraiment sortir de la mentalité de minorité et développer une vraie mentalité de
de quelqu'un qui a un impact positif sur le plan sociétal, tu dois chercher les gens qui te poussent vers le haut ou qui te tirent vers le haut. On va finir par quelques petites questions. Est-ce que tu as une routine quotidienne ou une routine que tu suis, pas forcément quotidienne, mais des choses que tu fais régulièrement, qui t'aident à progresser, qui t'aident à entretenir tes journées? Oui, en fait, ouais, c'est plutôt des rituels familiaux, tu vois. C'est par exemple de faire en sorte que, par exemple, le repas du soir, ça doit être en famille. Dès que c'est possible, ça doit être en famille, parce que c'est vraiment ce moment où on veut se poser, et donc on va se ressourcer, donc on écoute de chacun, chacun raconte un peu sa journée, et donc ça donne vraiment un vrai espace de discussion au sein de la cellule familiale, et donc ça nous permet aussi de mettre tout ça en perspective, tu vois, quand tu as passé ta journée à discuter sur des dossiers, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan associatif, ben, c'est des perspectives qui sont plutôt macro. Et puis, tu as ta fille qui t'explique le petit stress qu'elle a eu avec sa camarade de classe dans la cour. Ben voilà, ça met aussi les choses dans une autre perspective. Et donc, tu te rends compte que voilà, les enjeux des uns et des autres, c'est pas toujours la même chose et que tu ne dois pas juste rester baigné dans des enjeux macro sociétaux, que parfois juste écouter ta fille et comprendre le problème qu'elle a eu et de voir comment elle peut s'en sortir, ben, c'est un moment où tu peux vraiment aussi te remettre en question et te dire, ben, voilà, à chaque personne, il y a un niveau de complexité, de difficulté, d'enjeu, et ton quotidien n'est pas le quotidien des autres, et encore moins celui de tes enfants. Et donc, ce rituel-là du dîner du soir, c'est quelque chose auquel nous on tient vraiment Oui, pour vraiment garder les pieds sous terre. oui. Est-ce que tu as une recommandation de livres, un ou plusieurs livres qui, toi, tu souhaites recommander, qui t'ont marqué, toi, particulièrement? Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup les livres qui mettent les choses en perspective, notamment les livres historiques. Et alors, dernièrement, je me suis remis à lire, enfin, je viens de le terminer, euh, le livre sur le monde, enfin, sur le monde arabe, en fait, qui était écrit par, j'ai toujours Bernard Lewis, mais j'ai oublié le nom je vais te le retrouver, qui explique, non, c'est sur l'orientalisme, pardon, qui explique Ah, comment est-ce que le monde, Saïd, mais c'est Edward Said, pardon, je confonds Edward toujours les deux, Saïd. Edward Said, sur l'orientalisme, qui explique vraiment cette perspective, la perspective que le monde occidental a sur le monde arabo-musulman, et qui aujourd'hui explique vraiment certaines dynamiques ou certains paradigmes avec lesquels on envisage les populations moyen-orientales et plus particulièrement musulmanes. Et donc, de retracer tout ça depuis l'époque napoléonienne jusqu'à aujourd'hui, ça permet de comprendre certaines dynamiques qu'on a aujourd'hui, notamment en France, avec ce que j'espère être un épiphénomène de Zemmour ou d'autres situations où on voit que l'extrême droite gagne de plus en plus en visibilité, crée un climat anxiogène. Mais la lecture de cet ouvrage m'a permis de remettre pas mal de choses en perspective. Sinon, c'est peut-être bateau de le dire, mais les ouvrages d'Amin Malouf, notamment sur les identités meurtrières, c'est un ouvrage qui m'a aussi beaucoup marqué parce qu'il met aussi en perspective toutes les questions du vivre ensemble. Et ça, je crois que c'est important. Parfois, je me remets à relire un bouquin que j'avais lu peut-être il y a 10-15 ans parce que je le relis avec les yeux d'aujourd'hui. Et donc, ça me permet peut-être de comprendre certaines choses différemment. Il y a un documentaire auquel je voudrais t'inviter et inviter les auditeurs. C'est un documentaire qui est réalisé par un ami et collègue chez Teach for Belgium qui s'appelle Nous tous, qui est actuellement, il passe dans les cinémas, c'est un documentaire sur le vivre ensemble. Et Pierre Pirard a visité dans le monde, donc sur différents continents, des belles histoires de vivre ensemble entre religions. Tu vois, donc vraiment des bridge makers, des gens qui ont créé des ponts. Et donc, tu te retrouves avec l'histoire d'un Bosniaque qui a subi la torture pendant la guerre en Bosnie par les milices serbes. Et aujourd'hui, s'attelle à reconstruire le dialogue avec les Serbes. Tu as des histoires de dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans, entre juifs et chrétiens, entre juifs et musulmans. Et donc, ce film, vous pouvez voir le trailer si vous faites Nous tous, Pierre Pirard, vous tomberez dessus. Et ce film, dès lors qu'il sera disponible en France, en tout cas, le lien sera disponible le 22 mai prochain, parce que ce sera la journée mondiale du vivre ensemble. Et donc, le lien sera disponible et l'objectif, c'est d'atteindre 1 million de vues ce jour-là.
Donc vraiment, une fois que le lien sera disponible, je te l'enverrai, Abdelrahman. Comme ça, si tu veux, Ouais, tu peux le partager à la suite du podcast. très bien. Mais c'est un documentaire qui a apporté de belles histoires inspirantes. Et je crois que parfois, on a besoin aussi de se nourrir aussi de ces belles histoires pour se donner encore l'envie d'avancer, d'y croire. Super, bah écoute, excellent, Tawfiq. Dernière question, si les auditeurs souhaitent te suivre ton travail, ou bien s'ils ont une question à te poser, comment ils peuvent faire? Alors, avec grand plaisir, ils peuvent nous contacter via Lead Belgium. Donc, je vais te donner l'adresse. Donc, c'est info Mhm. Lead Belgium, donc Lead Belgium, Mhm. belgium.be, donc tout en un mot, tout en minuscule. Et donc, ça, c'est l'adresse générale de notre association. Et évidemment, nous sommes à la disposition des auditeurs et de toute personne qui souhaite en savoir plus ou qui souhaite nous poser des questions, nous proposer des trucs sympas qui font avancer les choses sur le terrain. Donc, on Ok, est dans une économie du partage et on est convaincu que partager un savoir ne t'appauvrit pas, au contraire, t'enrichit et enrichit la société. Donc, yallah. ok. Bah écoute, Tawfiq, on va terminer. Je te remercie beaucoup pour ton partage, ton retour d'expérience. C'était vraiment hyper intéressant, hyper inspirant. Merci Abdelrahman, j'ai été très ravi que tu m'aies Tu proposé. passes la barre très haute là, avec tous ces engagements. Ah non, mais machallah, il y a plus haut, il y a certainement plus haut et c'est vers ça qu'il faut qu'on regarde le plus. Mais vraiment, merci de m'avoir invité. J'ai eu du plaisir à faire ce témoignage et j'espère que tes auditeurs seront ravis d'avoir eu ce moment d'écoute avec nous deux. Et voilà, J'en suis sûr. s'ils veulent en savoir plus, on est toujours disponible, bien sûr. Barakallahu fik, Tawfiq. Je te souhaite une très belle fin de semaine et je te dis, j'espère à Bonne matinée bientôt pour nous. si tu passes à Singapour ou bien si je passe en Belgique, Inch'Allah, on se tient au courant. Eh bien, avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.